nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. On retrouve nos deux compères pour l'heure 40 nuances de Next, Emmanuel Arnaud, Charles-Édouard Girard, dirigeants de Home Exchange, sont avec nous. Alors quand on leur pose une même question, nous avons a priori toujours deux réponses différentes. Ils nous l'ont avoué entre ces deux parties de podcast et je pense qu'on a pu s'en rendre compte dans les nuances que les uns et les autres apportaient, deux profils. Et avec Olivier, du coup, avant de vous faire entrer sur le canapé, on souhaitait vous parler de l'association. Alors l'association, c'est une thématique hyper importante et moi, ma manière de le vivre, parce que j'ai commencé comme solo founder pendant 2 ans à peu près avant que j'ai la chance de rencontrer Charles-Édouard, et ça a tout changé dans ma vie. En tout cas, ça a tout changé dans la boîte, et c'est une relation que tu dois beaucoup soigner, un peu comme une relation de couple. Tu vois, ton associé, c'est un peu plus qu'un ami, un peu moins que ta femme, en termes d'intimité, parce que tu vis énormément de choses, en termes contractuels, parce qu'en fait, tu es lié par pas mal de contrats, des pactes, etc. Et voilà, et aussi en termes d'enjeux et d'ambition. Donc, et pour moi, c'est aussi un des grands sujets de fierté dans la boîte, c'est-à-dire que la réussite de Home Exchange jusqu'à présent, c'est aussi parce qu'on a réussi... Charles-Édouard et moi, à s'apporter des complémentarités. Il y a plein de choses où je me serais planté sans Charles-Édouard, et c'est grâce à lui qu'on est allé dans la bonne direction. À commencer par aller, comme je le disais tout à l'heure, à ce fameux voyage à New York. Et c'est aussi le fait d'avoir su gérer ces complémentarités et d'avoir fait 1 + 1 = plus que 2, quoi, et aussi d'avoir surmonté, parce qu'on a eu des engueulades comme tout le monde, comme tous les associés. Comme tous les associés, et ce que tu vois en regardant à droite à gauche, c'est qu'il y a des très belles boîtes qui se plantent à cause d'engueulades entre associés, et nous, jusqu'à présent, on a réussi à les surmonter, donc c'est aussi un qui n'arrive pas à trouver fierté. la solution à la fin de l'engueulade. Exactement. Moi, je me demandais si vous vous connaissiez avant. Est-ce que vous étiez amis avant, ou quelle est l'origine de cette rencontre ? Non, on s'est rencontrés dans un petit système. On a fait un peu un dating d'associés. C'était assez rigolo. Moi, en fait, dans la boîte précédente, j'étais tout seul. Et donc, je cherchais un associé. Et Emmanuel, on lui avait conseillé de trouver un associé. Donc, c'est ça historiquement. Et en fait, moi, je le raconte souvent. Mais quand il a présenté Guest to Guest, en fait, moi, je ne croyais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ce concept d'échange de maison ? J'y crois pas du tout. Mais j'ai trouvé qu'Emmanuel était incroyable. Et je me suis dit, je le vois bien comme associé. Mais alors... le concept, j'y crois pas, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est l'humain, c'est d'arriver à trouver et à partager avec quelqu'un avec c'est qui... la base. C'est la base, quoi. Et donc, au pire, j'arriverai à le convaincre on arrête ce truc-là, et voilà. et pour la petite histoire, j'ai fait un échange, et après, j'ai trouvé que c'était un truc de malade, et donc ça m'a assez convaincu. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Ce que moi, je trouve très, très important, et c'est ce qui a fait, parce que dans mon parcours après ma boîte d'avant, ce que j'ai cherché, c'était trouver un associé. Donc, je travaillais pendant quasiment 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec les gens, pour voir si je m'entendais bien, etc. Donc ça m'a pris du temps, et en fait, je trouve que ce qu'il faut vraiment... c'est hyper important d'en avoir un, et ce qu'il faut, c'est se rejoindre sur les valeurs. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on a énormément partagé avec Emmanuel, c'est les valeurs qu'on a, les valeurs humaines. Donc des cas très concrets, qu'est-ce qui se passe quand, ça se passe mal avec un salarié ? Est-ce que ton rapport au travail, est-ce que tu te permets de parler mal aux gens ? J'ai pas de jugement. Ton rapport au conflit. Exactement, tout ça, toutes ces choses-là. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun aussi. On a eu des enfants, et on trouve que cette partie enfant est très importante. On voulait que notre vie soit partagée entre ce travail et notre vie familiale. On voulait pas que ça arrête notre vie familiale, donc il fallait qu'on l'accepte. Toutes ces choses, et on les a mises, et même dans le temps, régulièrement, pour donner un truc que nous on trouve très important. Et on passe du temps ensemble, on va se promener, on marche, parce que je trouve que c'est dans ce moment-là où ça te force un peu à respirer. L'oxygène dans le cerveau te permet en marchant, au début on discute de tout et de rien, et petit à petit on arrive et on définit les stratégies. Et par exemple, la fusion de nos business models et de Home Exchange, on l'a fait sur une plage, je ne sais plus quelle plage d'ailleurs, à chaque fois je me souviens plus. On l'a fait sur une plage de Normandie. Omaha Beach. Non. On l'a fait, c'était en Normandie, on a été se balader une journée sur la plage, et en fait en le faisant, et ce qui n'est pas facile, parce que dire à toute l'équipe on va se balader sur une plage,
Bon, ça pourrait donner l'impression, mais je pense que les gens le comprennent maintenant, que c'est des moments où tu te retrouves et tu ne fais pas que travailler et tu vas partager sur la stratégie et l'avenir. C'est intéressant, ça revient quand même souvent, hein, Olivier, ces couples d'entrepreneurs qui fonctionnent, qui expliquent l'importance de prendre le recul, de voir l'horizon, de marcher. Oui, mais est-ce que du coup, vous arriveriez à qualifier aujourd'hui votre complémentarité? Est-ce que vous répartissez les rôles en fonction de ce que vous aimez faire ou en fonction de vos compétences purement et simplement? Écoute, un peu des deux, parce que j'ai l'impression que le fait de prendre du plaisir au quotidien est quelque chose qui est vraiment important et pour Charles-Édouard et pour moi, et qu'on est bon dans les moments où on s'éclate. Et tu vois, quand je disais tout à l'heure qu'on avait décidé que 2021 serait l'année de la croissance, quoi qu'il en coûte, en fait, pour nous, on n'avait pas de pression, c'est-à-dire que notre trésor est super bonne, on est rentable et on a une baisse du chiffre d'affaires tout à fait honorable dans le contexte, donc on aurait pu juste attendre. Et en fait, pour nous, c'était important, à la fois parce qu'on est câblé comme ça et aussi parce que pour les équipes, on pense que c'est plus motivant de s'orienter vers la croissance. Donc, je pense que l'aspect plaisir est important. Ensuite, au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est réparti les rôles et je pense qu'on est de meilleur en meilleur pour se les répartir de la manière la plus efficace et régulièrement. Ouais, voilà, tout à fait régulièrement. Et aussi de savoir quels sont les sujets qu'on n'a pas besoin de traiter à deux et quels sont les sujets sur lesquels on a vraiment une valeur ajoutée l'un pour l'autre. C'est ça le plus important, c'est moi ce que je conseille à tout le monde, c'est qu'il ne faut pas être sur le dos de l'autre tout le temps sur toutes les décisions. En fait, moi je suis aussi entrepreneur pour cette liberté, mais en fait il faut donc retrouver là où l'autre t'apporte quelque chose. Et donc et c'est ces moments-là et c'est ces sujets-là qui sont les plus importants. Il ne faut pas passer son temps à aller discuter de je sais pas quoi, est-ce qu'on met du papier toilette rose dans les toilettes. Ça n'a aucun sens. Il y a de temps en temps on voit qu'il y a des micro-sujets comme ça qui apparaissent et qui sont des sources de conflits dans les associations. Et je trouve que là où on réussit plutôt bien, c'est d'arriver à trouver les vrais sujets sur lesquels on doit partager et parce que l'autre va nous apporter quelque chose. Et sur les sujets humains, sur les sujets stratégiques, sur les sujets, mais même de temps en temps de produits, de marketing, on en parle régulièrement. Et juste pour te raconter l'histoire, Olivier, pour ta question, c'est-à-dire quand on s'est rencontrés, comme je vous le disais, moi je suis ingénieur de formation et Emmanuel donc a plutôt fait une école de commerce. Et au départ, Emmanuel s'occupait du produit et du développement et moi je m'occupais du marketing, de la communication et du service client. Et donc, mais on n'osait pas trop le dire quand on s'est mis à lever de l'argent, on laissait planer. On ne mentait pas parce que c'est pas dans notre façon d'être, mais on laissait planer le doute. Si les gens avaient un doute, tu vois, on se disait rien. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais c'était comme ça au départ. Et donc, et c'est là où on se faisait le plus plaisir, en fait. Je pense, toi, Emmanuel, adore le produit et se faisait vraiment plaisir. Et moi, je faisais du marketing dans les autres et je me faisais vraiment plaisir depuis dans les autres boîtes. Et je me faisais plaisir à cet endroit-là. On n'est pas conditionné par ces études. Mais non, exactement. Je pense qu'on est tous les deux assez curieux, donc le fait d'aller explorer l'autre continent, c'est important pour nous. Est-ce qu'il y a l'optimiste, le pessimiste dans ce duo ? Non, peut-être pas l'optimiste pessimiste, mais de mon point de vue, peut-être que moi j'ai plus de facilité à produire des idées irréalistes et Charles-Édouard à les ramener sur Terre. Et Emmanuel est peut-être, de mon point de vue, un peu plus sensible à ce qui se passe dans l'immédiateté. Et moi, je suis un peu plus ce que j'appelle vitesse moyenne, c'est-à-dire qu'avant... par exemple pour le confinement, pendant très longtemps j'ai fait ça va aller, bon ça va quoi, on aura un bel été, etc. Alors qu'Emmanuel c'est une catastrophe, donc il était plus dans l'immédiateté. Donc ça, ce qui fait que ça, c'est pareil, complémentarité. Cette manière de trouver l'équilibre finalement avec deux regards qui au départ sont pas les mêmes. Il y a un sujet souvent aussi, vous parliez des problématiques qui pouvaient se poser entre associés, c'est la question de l'ego. Ouais. Carrément. Vous êtes deux aujourd'hui au micro. Tout à fait. La question de l'ego, en fait, c'est marrant. C'est une des questions qu'on a mis un petit peu de temps à apprivoiser, je pense. Et l'une des raisons, à mon sens, c'est parce que peut-être qu'il y avait une méconnaissance de nous-mêmes sur quels étaient nos besoins en termes d'ego. C'est-à-dire qu'on est tous les deux plutôt des gentils, j'ai l'impression. Il n'y a pas forcément vouloir se la ramener. Et en fait, il y a des histoires d'ego, il y a des histoires de regard de la famille, des copains qui passent dans le journal, etc. Et en tout cas, pour moi, ça a été un petit chemin d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est important pour moi dans l'ego et de savoir reconnaître et assumer sereinement ce qui pour moi ok, ça n'a aucun intérêt mais pour moi c'est important par rapport à tiens en fait je crois que c'était important mais ça l'est pas, mais d'arrêter de sortir d'une position qui serait de dire c'est pas forcément ce qui est le plus important pour moi. Et à côté deux petites anecdotes, c'est qu'au début moi j'ai tendance à pas trop vouloir passer dans les médias, donc je m'étais dit ça, j'aime pas trop ça, je trouve qu'Emmanuel est 1000 fois meilleur que moi, et donc au départ on s'était dit c'est lui qui fait toutes les interviews. Puis un jour ma mère
authentique. Elle voit pour la 8e fois Emmanuel passer sur une radio et une télé, je sais plus si c'est une télé-radio, et elle me fait, mais t'es sûr que tu bosses dans cette boîte? T'es sûr que c'est ta boîte? Et voilà. Et donc je rentre et je vais voir Emmanuel. On avait convenu ça et je lui dis, écoute, j'ai l'impression que donc c'est pas mon pur ego, mais quand même un peu, ça me touchait. Je me disais mince. C'est important que maman soit fière. Exactement. Et à l'inverse, quand Emmanuel est rentré des États-Unis, là, pour raconter les deux sujets, c'était moi qui faisais tout ce qui se passait en France et en Europe, et lui il faisait tout ce qui se passait aux États-Unis. Et là, il est arrivé, il s'est rendu compte que les gens m'appelaient plus moi, alors que d'habitude c'est toujours l'inverse. Je suis toujours l'associé d'Emmanuel. Il faut savoir que ça a été le début était tout le temps comme ça. Et là, c'était un peu inversé parce que évidemment, il n'avait pas été là pendant un certain temps, etc. Et donc là, on a le même sujet et je trouve que c'est super. Moi, je suis hyper content qu'on soit là tous les deux. Logiquement, ça aurait été tel qu'on l'avait défini, c'était plutôt à moi d'être là aujourd'hui. Mais quand Emmanuel a reçu la demande, en plus, il se trouve que la demande lui est arrivée direct. Eh bien, il m'a dit ouais, tu veux pas que je le fasse? Je lui ai dit oh non, j'ai envie de le faire aussi. Donc on s'est dit écoute, on le fait tous les deux. Et je trouve que en plus, c'est souvent ça nous ressemble, donc on est assez contents. Ouais, sachez que déjà on est ravis de vous avoir tous les deux et que vous apportez chacun la nuance qui fait l'intérêt de cet échange. Et merci d'ailleurs de votre accord pour qu'on puisse le faire tous les deux. Merci à vous. Alors messieurs, juste avant de passer à la suite, on a 2 questions de proches. À vous, je vous propose de les écouter. Je pense qu'on va rebalayer et pouvoir aller un petit peu plus loin sur 2-3 sujets que vous avez déjà abordés. Vous avez un message. Mon cher Emmanuel, donc j'ai répondu aux sollicitations pour te poser une question. En fait, j'en ai 2. Il y a 2 points qui m'ont toujours travaillé lorsque j'ai eu la chance de t'accompagner, de vous accompagner durant 3 ans dans le développement de Guest to Guest puis Home Exchange. Et ça porte sur la confiance et sur la place de la famille et ton équilibre entre l'engagement de management de l'entreprise et ta vie familiale. Donc sur la confiance, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la façon dont tu as réussi à entretenir cette confiance dans tous les moments et en particulier dans les phases quelquefois difficiles où on pouvait se questionner évidemment largement sur l'avenir de l'entreprise, sur les conditions de réussite, etc. Et la deuxième question, mais qui finalement est liée, c'est sur les difficultés ou sur ce qui t'a permis de maintenir cet équilibre entre vie familiale et engagement dans le développement de Guest to Guest et Home Exchange. À très bientôt. Juste avant de répondre, et je te proposerai sur la confiance qu'on a déjà abordé, là, plutôt sur la question de la confiance en temps de crise que Benoît Tesson évoquait. Je vous propose aussi d'écouter Michel Lavandier pour nous dire qui sont ces 2 personnes pour vous et pour Home Exchange. Et il y a des passerelles entre les 2 questions. On l'écoute. Cher Emmanuel, un de mes amis entrepreneurs me disait il y a assez longtemps qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, doit toujours être en forme. Alors, je voudrais savoir déjà si c'est quelque chose que tu t'appliques à toi-même et qu'il fallait aussi bien équilibrer sa vie privée avec sa vie professionnelle. Je pense que c'est ton cas, tu as 4 enfants, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Et l'autre question que j'aimerais te poser, c'est comment tu articules cette vie personnelle avec cette vie professionnelle si tu te projettes dans le temps? Comment tu vois ça? Comment tu penses équilibrer cela? Et comment tu fais la part des choses, je dirais, entre ce que tu es en tant qu'entrepreneur et ce que tu es en tant que père de famille et mari? Et alors, avant de te laisser répondre, Emmanuel, je reprécise pour l'ego de Charles-Édouard qu'à l'époque où on leur a proposé de poser une question... je ne les connais pas, ces 2 personnes-là. Donc Alors, moi, mon hypothèse, c'était qu'en fait, il me posait cette question-là parce que je donne tout le temps l'impression d'être fatigué, débordé, parce que j'ai 4 enfants en bas âge, alors que Charles-Édouard, dont les enfants sont un peu plus âgés, lui, il va courir tous les matins à 1 heure, et resplendissant, le teint hâlé par le soleil breton. Et donc, peut-être que dans mon cas, la question se pose plus de savoir comment est-ce que je jongle. Concrètement, là-dessus, moi, j'ai pas l'impression d'arriver d'avoir des grandes leçons à donner à qui que ce soit. Je subis quand t'as des enfants qui sont jeunes, des problèmes de nuit, de besoin d'attention, etc. Peut-être ce qui rejoint aussi un peu la question de la confiance. Moi,
voilà, je parle beaucoup de Marius dans ce podcast, c'est pas mon habitude, mais à peu près un mois après que j'ai lancé le site, donc mon fils est né et il a été en réanimation pendant 3 semaines, hospitalisé pendant un peu plus de 2 mois, il a failli mourir. Et donc ça m'a permis d'être très clair très vite sur où étaient mes priorités entre l'entreprise et ma vie perso, quoi. C'est-à-dire que bon, l'entreprise faisait faillite, je m'en fichais complètement à l'époque, alors que la survie de mon fils était vraiment de très loin ma priorité. Et du coup, quelque part, ça a été un service que ça m'a rendu parce que j'ai toujours fait très attention à ma vie privée et au fait d'être présent pour les enfants. Et le fait d'être entrepreneur, en fait, c'est à la fois énormément de travail et de stress et t'as tout le temps un peu la boîte dans la tête et en même temps t'es plus flexible pour pouvoir aller parfois en journée à des rendez-vous à l'école, gérer je sais pas quoi moi la gastro qui se déclare, etc., que parfois quand t'es salarié, quoi. Donc ça a été aussi un luxe à ce niveau-là, et j'ai eu la chance en rencontrant Charles-Édouard de rencontrer quelqu'un qui avait vraiment les mêmes valeurs que moi là-dessus, pour lequel la vie de famille est hyper importante. C'est lui qui fait toutes les courses, tout le dîner chez lui, voilà, qui est extrêmement présent comme papa à la maison. Et donc c'est un sujet qu'on vit, je pense, de manière assez similaire, même si lui, il est un stade de sa vie que j'envie un peu. C'est-à-dire que le plus petit à l'âge de mon aîné. Donc, voilà. Oui, donc juste pour préciser, donc Benoît, pour répondre à ta question, Benoît Tesson, c'était notre accompagnateur au réseau Entreprendre, c'était notre psy pendant 2 ans. Et c'est le fameux qui doit trancher en cas de... Non, c'était Michel qu'on avait décidé. Non, mais lui, il nous a beaucoup aidé justement, et ce qui était hyper agréable, c'est qu'on allait, donc le réseau Entreprendre permet d'avoir un accompagnateur, on le voyait 1 fois par mois, on allait à un déjeuner, on déjeunait avec lui. On rappelle que ces accompagnateurs sont des entrepreneurs et qu'ils sont bénévoles. Exactement, ouais. Benoît le fait bénévolement. Et c'est donc beaucoup dans l'écoute et dans le questionnement de sa part. Je le fais maintenant, donc je prends exemple sur ce que lui nous a apporté. C'est pas de nous donner des leçons ou des choses comme ça, c'était vraiment de nous aider à avancer sur des sujets. Et quand on arrivait, je me souviens à chaque fois, on arrivait avec plein de sujets. Il y a des fois, on était même engueulés et tout, etc. On sortait tout, et vraiment, ça nous a fait un bien incroyable en tant que psy. Et Michel Lavandier, c'est un ami, c'est un actionnaire depuis assez longtemps, et qui est encore aujourd'hui à notre board. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant dans le tourisme, et il nous a aussi accompagnés dans des tas de moments un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait appel à lui, c'était lui donc qui, si on n'était pas d'accord, on le contactait, et plein de fois, quand on n'était pas d'accord ou on n'arrivait pas à trouver une solution, on l'appelait, on lui posait une question, et il nous a énormément aidé. Donc c'est des gens importants pour nous en tant qu'entrepreneurs, et je trouve que j'encourage tout le monde à trouver des gens comme ça, en qui et Emmanuel et moi on avait entièrement confiance, et qui nous permettaient de partager dessus, et d'être sûr que leur réponse était pas plus pour l'un que plus pour l'autre, était uniforme. Même si je trouve que Benoît a tendance à toujours penser comme Emmanuel, et ça m'énervait. Il faut que je lui dise, comme ça, s'il m'écoute, il va l'entendre. Pas parce qu'Emmanuel avait raison, juste je ne comprends pas. Voilà. Non, et juste pour répondre sur la... Il est très, très, très fort. Et pour répondre sur la partie enfant, en fait, pour moi, j'étais entrepreneur aussi pour ça. C'est que je voulais me dire, j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux au moment où je veux. En fait, je travaille quand même beaucoup, mais je sais que quand il a fallu, il faut aider mes enfants, quand il faut aller à une réunion, quand il faut aller... Et c'était très important. C'était une des premières choses qu'on a vues avec Emmanuel, parce que j'avais rencontré des gens, et une fois, il y en a un qui m'avait dit, j'avais un problème avec un de mes fils, je lui avais dit, je peux pas venir. Il m'avait dit, quoi, quand ton associé, à ce moment-là, il disait son président, parce qu'on n'était pas encore associés, te dit de venir, tu viens pas, mais c'est quoi, tu fais passer. Et donc là, tout de suite, je m'étais dit, jamais je m'associerai avec lui, parce que oui, en fait, c'est comme le dit Emmanuel, quand je comprends même pas la question. C'est-à-dire que ton fils, il suffit d'avoir des enfants, pour ton enfant a un problème, évidemment que tu es incapable de bosser. Ton fils, tu dois l'amener à l'hôpital parce qu'il s'est cogné dans un radiateur. Je vous parle d'une expérience vécue. Me demandez pas si je dois prendre une décision stratégique pour l'entreprise. Je suis pas capable. Voilà. Et donc, pour moi, c'était bien qu'on ait les mêmes valeurs. Et sur le sport, moi, j'encourage tout le monde, quel que soit le sport, c'est de prendre le temps de le faire. C'est comme de prendre le temps d'aller discuter ensemble. C'est vrai que moi, maintenant, ça devient peut-être un peu une drogue, parce que je cours quasiment tous les matins, plus d'1 heure. Mais c'est là où j'écoute beaucoup de podcasts. Voilà. Donc, et j'encourage tout le monde à le faire. Et c'est une ouverture d'esprit. Ça me fait résoudre des tas de problèmes. Et j'encourage tout le monde à essayer de trouver cet équilibre. Moi, je le fais le matin parce que j'ai pas de problème le matin, mais je trouve que c'est hyper important, et c'est vrai sur la nourriture aussi. Il y a un moment, moi j'avais pris beaucoup de poids, c'est rigolo parce qu'on voit les photos il y a 4-5 ans, et parce moi je faisais plus du tout attention à ce que je mangeais, parce qu'on était un peu préoccupé, etc., que j'ai beaucoup perdu.
et la course. Et cet équilibre-là, ça peut pas bien se passer dans l'entreprise si on n'y arrive pas. Il faut trouver cet équilibre et les gens, on peut passer par des phases, mais il faut à un moment se rendre compte que c'est pas possible. Et le fait d'avoir un associé permet de faire ça aussi, parce que si justement quand Emmanuel va chez son fils, on sait qu'il y a quelqu'un qui est toujours là, etc. Et donc l'association pour ça est là pour ça. Permet de se reposer sur quelqu'un. Exactement, de ça permet de se reposer. Ça nous permet de prendre des vacances. On parle pas des vacances, mais on est dans le tourisme. C'est important. On prend tous les deux des vacances et autant que nos salariés, on n'est pas du tout. Moi, je travaille un peu plus parce que Emmanuel arrive mieux à couper. Moi, je coupe pas trop, mais ça me dérange pas. C'est ma façon de prendre mes vacances. C'est hyper important, tout cet équilibre. La tendance à faire croire que les entrepreneurs sont des types qui travaillent 200 heures, qui dorment pas, etc. Je trouve qu'il faut que ça s'arrête. En fait, il y en a qui sont comme ça, c'est super, et il y en a d'autres qui le sont pas, et c'est très bien. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le dire. Bon, c'est super. Ça évitera peut-être des burn-out pour d'autres. Et je termine juste sur la question de la confiance que Benoît posait, à laquelle on n'a pas complètement répondu. Moi, ce qui m'a permis de toujours avoir confiance, c'est la conviction, la certitude que j'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il va y avoir un site d'échange de maisons qui aura à un moment des millions de membres qui feront de l'échange de maisons. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance dans le sous-jacent que dans les moments où on n'arrivait pas à lever, etc., je me disais, mais quand même, évidemment, il va y en avoir un. Et donc, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Pas beaucoup de doutes sur le sens de ce qu'on faisait en termes de valeur, mais aussi sur la pratique et son potentiel. Et donc, voilà, je sais pas si c'était une vision ou un mirage, mais ça me permettait de tenir. Non, c'est clair, il faut faire son premier échange. J'encourage tout le monde à faire son premier échange pour se rendre compte de ça. Bien, je vais vous proposer de poursuivre notre échange. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Parce qu'avant peut-être de parler de l'enfance, qui est un petit peu le propre aussi de la psychanalyse, même si on fait évidemment de la psychanalyse de comptoir entre nous avec humour, je me posais la question aussi du rapport à l'argent. Vous savez, dans le freudisme, on dit que les deux grands sujets, c'est le sexe et l'argent. Donc, je ne vais pas vous poser de questions sur le sexe, mais sur l'argent, c'est important pour les entrepreneurs souvent. Ils ont l'air déçus, Olivier. Oui, on peut aussi en parler. Plein de réponses. J'avais plein de réponses. Ouais, on avait une grande révélation à faire sur vous deux, mais je préfère la garder par devers moi. Non, sur l'argent en particulier, c'est des questions qui sont souvent posées aux entrepreneurs. Alors, on parle d'exit, parfois d'introduction en bourse. Enfin, également parfois des discussions sur comment on fixe son salaire. Est-ce que là-dessus vous entendez, est-ce que vous êtes aligné, ou est-ce que ça peut être des débats un peu houleux, y compris s'ils sont peut-être pas devant les équipes, mais entre vous deux ou vis-à-vis de vos actionnaires? Vas-y. L'impression que j'ai, moi, là-dessus, c'est qu'on n'a pas vraiment de débat sur notre rapport à l'argent, sur le salaire. On se fixait les mêmes salaires depuis le début. En tout cas, moi, je suis très à l'aise avec ça. Et que si, en fait, on avait quelque chose qui nous caractérise, c'est le fait que ça ne nous intéresse pas assez. C'est-à-dire que je vais parler en mon nom. Dans mon cas, je suis assez idéaliste. Ce que je trouve formidable, c'est l'idée qu'on peut permettre à des millions de personnes de faire l'échange de maison et de découvrir cette manière de passer des vacances. Évidemment, je suis bien conscient qu'il y a des enjeux financiers et je serais très content d'en toucher le bénéfice, mais je ne pense pas être le meilleur pour négocier pour nous, et même parfois dans la stratégie business, ça a pu nous poser des petits enjeux parce qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux pour nos membres, parfois au détriment de l'intérêt financier de la boîte quand on y réfléchit après coup. Donc un exemple, c'est quand on a fait la fusion, nous on vendait de l'assurance sur Guest to Guest, qu'on s'est mis ensuite à distribuer gratuitement dans le cadre d'un passage à un abonnement. Donc on a inclus l'assurance dans l'abonnement. Et sur Exchange, il y avait un abonnement sans assurance. Et on a inclus tout le monde au même prix. Et donc on a offert, entre guillemets, l'assurance, alors que ça avait un coût significatif pour l'entreprise, aux membres de Exchange. Et parce que pour nous, c'était une conviction que pour réussir la fusion, il fallait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, et que la seule manière dont l'échange de maison allait scaler, c'était en ayant quelque chose qui rassure tout le monde. Et voilà, et après coup, quand je me suis refait le truc dans ma tête, je me suis dit peut-être que là-dessus, si on avait un drive plus fort sur l'argent, aussi bien à titre perso que dans la boîte, ça pourrait nous aider. Donc j'essaye de me dire à chaque fois de devenir un capitaliste un peu plus quand je pense au sujet d'argent depuis ces événements.
Non, quoi, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est un des problèmes que moi, perso, je vais parler en mon nom, mais que j'ai, c'est que je suis pas du tout entrepreneur pour gagner de l'argent. Et c'est même un vrai sujet parce que plein de fois, j'ai pris des décisions qui me sont pas super favorables. Mais mon moteur est beaucoup plus et la liberté et le plaisir de travailler avec les gens que j'aime, beaucoup plus que le salaire. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet parce que dans plein de fois, par exemple, quand tous les entrepreneurs négocient des pactes, des choses, en fait, à chaque fois avec Emmanuel, il y a des clauses où on n'a pas du tout envie de se battre et on sait que tout le monde se battrait à notre place, mais nous, on n'a pas envie. On se dit, ouais, ok, c'est bien. Déjà, c'est des sommes qui me paraissent, quand on voit les montants, les trucs, bon, même si tant qu'on n'a pas touché, on n'a rien, mais c'est des sommes qui nous paraissent, de temps en temps, on se dit, mais ça n'a aucun sens. Donc, on n'est pas très bon pour ça. En revanche, là où je trouve que Emmanuel, là-dessus, est vraiment meilleur que moi, et heureusement qu'il est là, parce que de temps en temps, il aborde des questions, il est beaucoup plus... moi, j'aurais tendance à pas les aborder, à les oublier. Et sur le salaire, par exemple, je pense que je serais encore payé c'est-à-dire un petit peu plus que le SMIC si Emmanuel n'avait pas été là pour aussi me parler. Et même dans notre rapport à l'argent dans l'association, plusieurs fois Emmanuel s'est préoccupé de mes propres intérêts et il m'a dit non mais là tu sais qu'il faut que tu demandes, même si, et c'était assez marrant parce que ouais, il faisait attention à ce que moi je pouvais espérer gagner quoi, etc. Et il me dit mais il faut que tu négocies ça, etc. C'était assez voilà, et je pense que c'est quand même intéressant d'y réfléchir et de se poser la question, voilà. Mais c'est pas forcément là où on est le meilleur, je pense, hein. Non. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être un petit coup de pub pour Founders Pledge. Moi, je suis membre de Founders Pledge, qui est donc une ONG américaine, mais qui a des membres, on doit être une 60aine en France. C'est de t'engager à reverser un pourcentage de ton exit à des causes. Voilà, donc c'est un peu ce que Mark Zuckerberg et les autres font en milliards de dollars. Ben toi, quel que soit ton exit, même si tu pars avec 10 000 euros, et ben tu t'engages à l'avance sur un pourcentage que tu vas verser. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait, que je trouve super. Transition parfaite avant de passer à l'enfance et de revenir sur les débuts d'Emmanuel et Charles-Édouard. Cette question de l'exit, alors aujourd'hui c'est vous qui rachetez des boîtes. Est-ce que vous pensez à l'exit? Est-ce qu'on vous y fait penser alors que vous n'y pensiez pas? Ou est-ce que l'exit sera un sujet le jour où vous serez le leader mondial et que vous aurez tous les millions d'échanges de maisons que tu évoquais tout à l'heure, Emmanuel? Alors, le leader mondial, on l'est déjà, tout d'abord. Pardon, excuse-moi. Depuis quelques années. Mais non, je vois que vous pensez que vous pouvez faire beaucoup mieux. Ouais, on peut être 10, 100 fois plus gros. Donc voilà, c'est ça ce qui nous motive. L'exit, si, c'est un sujet auquel on pense, à la fois parce que d'autres viennent te solliciter. On avait été sollicité, par exemple, pour une IPO éventuelle. On avait été sollicité dans un certain nombre de cas. Il se trouve qu'en ce moment, on a de la chance dans le tourisme, parce que toutes les boîtes qui pourraient nous racheter ont fait moins 80% et on virait 25% de leur masse salariale. Donc, c'est pas une question qui se pose à court terme. Et je pense qu'un driver pour moi, c'est le fait de continuer de prendre du plaisir et de m'amuser dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à faire avec Home Exchange, il y a énormément de choses à faire avec Charles-Édouard. Et tant que ces deux conditions-là sont vérifiées, j'y pense pas à court terme. Non, et puis ce qu'on cherche, c'est apprendre en fait. On est très curieux, on a envie d'apprendre et on continue à aller vers des choses qu'on n'a pas faites. Là, tu vois, quand tu nous parlais du concurrent anglais, en fait, c'est une possibilité, mais c'est pas ce qui nous amuse le plus. On a l'impression qu'on l'a déjà fait, on sait le faire, on y arriverait. On a envie d'aller on a envie d'élargir, d'aller dans des complexités. Quand on est venu chercher pour l'IPO, on s'est dit, je sais pas faire. C'est pas du tout parce que on n'a pas réfléchi à argent. On s'est juste dit, mais qu'est-ce que ça va être marrant. Donc moi, j'ai fait la formation avec Euronext là-dessus. C'était hyper intéressant, quoi. Je sais pas si ensuite je me suis dit, on le ferait pas. C'est pas ce que on va pas le faire tout de suite. Voilà, on va voir. Mais challenge intellectuel. Mais le challenge intellectuel et de la compréhension et de l'apprentissage là-dessus était très grand, quoi. Et on est là-dedans, je pense qu'on est très curieux tous les deux et on a envie d'apprendre. On parle d'apprentissage. Allez, on y va. On retourne en enfance. On cherche nos Madeleines de Proust respectives. Quels enfants étiez-vous? Je démarre avec toi, Emmanuel. Quel enfant est-ce que j'étais? J'arrêtais pas de parler. J'étais une pipelette. J'ai vécu aux États-Unis pendant 3 ans. Donc j'ai appris l'anglais avant le français. J'étais à une école Montessori. Alors, je sais qu'il y a une sorte de mode de dire que Montessori a un énorme impact. Ouais, j'ai fait aussi et je suis persuadé que ça a eu un impact. Donc voilà, comme les fondateurs de Google. Voilà. Jusqu'à quel âge t'as fait l'école Montessori? Jusqu'à 6 ans. Ouais.
Et pas trop difficile le retour à la vie scolaire plus traditionnelle? Non, ça allait. En fait, moi, ça s'est fait en douceur parce que j'ai fait aux États-Unis dans un système complètement Montessori et ensuite en France dans une maternelle qui s'inspirait de Montessori, okay. Voilà, exactement. Et ensuite en CP, je crois, voilà, ça. J'ai dû rentrer dans le système normal. Et sinon, quel genre d'enfant est-ce que j'étais? Écoute, je pense qu'une des choses qui me caractérise, c'est que j'ai pas fait beaucoup de bêtises. J'étais un peu le bon garçon. Assez fidèle en amitié, peut-être qui manquait d'une touche de folie que je vis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et je pense que, alors vas-y, on va aller dans le côté psycho. J'ai pas mal essayé de répondre aux attentes de mes parents, notamment de mon père. Donc voilà, j'ai fait HEC, j'ai fait Harvard, donc j'ai des jolis diplômes, j'ai coché ces cases-là, ce qui était important moi dans mon contexte familial. Et ensuite, pour au final pas les utiliser en créant ta boîte. Exactement, il y a un peu de ça. Alors, t'apprends quand même 2-3 compétences sur le chemin, mais ouais, je pense que l'idée de me prouver ce que j'étais capable de faire en dehors de ces diplômes qui étaient importants dans mon contexte à moi était quelque chose que je voulais faire. Et voilà. Charles-Édouard. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il était hyper brillant, quoi. Il a oublié de le dire. Et toute sa scolarité est faite de quelqu'un de très, 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 très brillant et qu'il était le dernier il a 2 grandes sœurs. Voilà. Donc, ça le caractérise quand il dit, là-dessus, c'est assez marrant, ça se voit. Il est hyper gentil, il est hyper attentif aux autres. Moi, j'étais un peu tout l'inverse. En fait, j'étais très mauvais. J'ai été très mauvais pendant longtemps à l'école. J'arrivais pas à suivre. J'ai un problème d'attention qui était assez important. Et donc, par contre, j'étais très curieux. Et il y a 2 choses qui m'ont forgé, c'est que j'ai d'abord, donc j'étais pas très bon et donc j'ai même redoublé ma 5e. Quand mes enfants apprennent que j'ai redoublé ma 5e, ils peuvent pas comprendre, et qui a été déterminant pour moi parce que ça m'a mis une claque. Mon père, pareil, le rapport au père est toujours important. Un peu j'ai senti que j'avais plus d'amour de mon père si je continuais comme ça, donc j'ai tout fait pour travailler, pour arriver. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait Centrale, mais c'était une souffrance énorme pour moi. Mais quand je l'avais coché, mais après je ne voulais plus entendre parler du diplôme. Mon père était ingénieur, il voulait que je respecte ça, et que je peux comprendre, hein. Il y a une notion de transmission aussi, de se rendre compte à quel point on a de la chance de vivre dans un milieu, etc. Voilà, ça c'est ce truc qui m'a forgé. Et le deuxième truc, c'est je rends hommage à un ami qui habite aux États-Unis et qui fait que je suis entrepreneur aujourd'hui. Il s'appelle Thomas. Et qui, depuis qu'on était tout petit, en fait, avec lui, on organisait des tonnes de choses, quoi. Et donc, on organisait la vente de jouets sur sa piste, etc. Moi, c'est rigolo, c'est que maintenant, il est pas entrepreneur, mais c'était un entrepreneur né, quoi. Et moi, j'étais impressionné. Je pensais qu'à une chose. À chaque fois, je me disais, oh là là, mais il est incroyable, quoi. Donc moi, je vendais mes jouets aussi, mais je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu l'idée? Donc après, j'étais là et on a fait, grâce à lui, des tas de choses. Et ce qui, de mon point de vue, moi, m'a beaucoup marqué, c'est de me dire, dès que j'ai su que j'étais ingénieur, très rapidement, je voulais créer quelque chose, et ça m'a forgé en termes de projet. Je voulais faire avancer des choses qui aient un début, une fin, et que je voulais apprendre là-dessus. Et c'est comme ça que d'ailleurs est née ma première entreprise. C'était de sortir. J'étais un peu salarié parce que je trouve que j'avais un enfant jeune, mais il fallait que j'aille un tout petit peu d'argent. Ma femme était encore à l'école, et donc j'ai été salarié, mais je n'en pouvais plus, et dès que j'ai pu, je suis parti. J'ai créé une première boîte, et c'était ça qui m'a motivé, et je repensais à mon pote Thomas qui m'avait aidé à créer ça. C'est intéressant parce que d'un côté, on se rend compte qu'on peut être brillant, promis à des grandes études qui normalement t'amènent à des postes à haute responsabilité, mais qui ne sont pas des postes d'entrepreneur. Et de l'autre côté, qu'on peut, comme tu le disais, Charles-Édouard, ne pas être un brillant élève et peut-être guidé par une curiosité qui est peut-être finalement ce qui est le plus important dans la vie, ce qui va forger les entrepreneurs de demain, construire sa vie. C'est intéressant encore une fois, cette complémentarité entre vous deux qui, j'espère, permettra aux auditeurs de se retrouver chez l'un ou chez l'autre et de se dire qu'on peut évoluer. Non, j'allais juste dire que Charles-Édouard est quand même extrêmement modeste, parce qu'il dit qu'il n'était pas brillant, mais il a fait Centrale Paris. Il dit que c'est son pote qui était entrepreneur et que lui il suivait, et aujourd'hui c'est un entrepreneur qui quand même en est à sa 3e boîte. Moi, c'est ma première.
un beau track record. Donc c'est pour le C'est beaucoup de storytelling ou travail. t'avais Non, quand non, même des mais- mauvaises notes? Bah, tu sais, j'ai redoublé ma 5e, donc si tu veux, je sais pas qui a redoublé sa 5e ici, mais il y en a pas beaucoup. Voilà, donc non. Après, je pense, je crois à la valeur du travail. En fait, je crois à la valeur du travail. Je crois au fait que si tu veux te donner un objectif, c'est ça que je m'étais donné. Je m'étais dit, mon père m'aimera si si je fais une école. Bon, bah, je vais essayer de le faire. C'était dur, j'aimais pas ça. J'aurais sans doute eu des parcours plus courts et j'aurais été peut-être entrepreneur plus tôt si j'ai pas ça. Mais c'est hyper important pour moi et je ne regrette absolument rien. Ça m'a forgé et c'était une super expérience. Olivier? Oui, je me disais, je voulais proposer un mini-jeu, que c'est comme Action Vérité, mais c'est pas vraiment Action Vérité. Non, je me demandais si en fait J'adore. vous seriez chacun capable de dire finalement ce que vous pensez de l'autre sur un peu comme quand on fait un entretien, de dire quelle est la meilleure qualité de l'autre, mais aussi quel est son défaut et sur lequel vous aimeriez qu'il progresse. Vous avez le droit de refuser de jouer, bien sûr, mais on reste dans une bienveillance tout à fait propre à 40 nuances de Next. Au loto, tous les gagnants ont joué, donc c'est Écoute, pareil ici. on peut se lancer. Vas-y. J'ai Commence rien en premier. tête là. La plus grande qualité de Charles-Édouard. Bon, ça c'est pas bien. Alors moi, je vais commencer parce qu'il Non, cherche, je vais non. aller chercher la qualité. Non, vas-y. C'est un peu vexant, hein, c'est un peu vexant. Ouais, Non. c'est un peu vexant. Non, mais il y en a tellement que je ne sais pas laquelle choisir. Il en a Non, il beaucoup. joue très bien au ping-pong, hein, vous savez. Non, sa plus grande qualité, je pense que ça serait sa capacité à penser en dehors des sentiers battus. En fait, sur plein de sujets, Charles-Édouard pense en dehors des sentiers battus avec un peu une attitude de rebelle et du coup me force moi à m'interroger et à justifier pourquoi est-ce on choisirait les sentiers battus. Et dans beaucoup de cas, je me rends compte que j'ai pas de bonne explication à part dire que c'est le sentier battu, donc c'est celui qu'il faut suivre, quoi. Et ça, je trouve que c'est une vraie force de Charles-Édouard et aussi une exigence que du coup il me met et qui m'aide à progresser. Et ensuite, Le défaut. un truc sur lequel tu pourrais t'améliorer. Tu n'as aucun défaut, mais Mais c'est quelque ça, chose sur lequel c'est tu ça, pourrais c'est- être encore meilleur. C'est bien que tu ne trouves pas. C'est bien que tu ne trouves pas. La liste est tellement longue, j'ai du mal à choisir. Non, qu'est-ce que je pourrais dire? Écoute, je réponds un peu par une pirouette. Je trouve que quelque chose sur lequel tu t'es vachement amélioré depuis qu'on est ensemble et sur lequel voilà, qu'il y a un chemin de progrès. Je pense que c'est la communication. Je pense que c'est pas forcément une évidence pour toi de prendre en compte les sentiments de l'autre ou ce genre de choses-là dans une discussion, et c'est un truc sur lequel tu as énormément évolué en bien. C'est très gentil. C'est clair que c'était un défaut. Et alors, donc, moi, je remercie Emmanuel de ma qualité. Je suis très, très fier. Non, moi, je pense qu'Emmanuel, il est hyper brillant, il va 10 fois plus vite que tout le monde, et donc ça c'est une qualité qui est énorme parce que sa compréhension des choses est immédiate, alors que moi je suis un peu plus laborieux, je suis plus, je vais dans des cheminements, voilà. Et d'ailleurs quand je dois expliquer quelque chose, ce qui peut être le cas maintenant, je suis toujours beaucoup plus complexe. Lui il est direct, c'est très clair tout ce qu'il raconte. Moi c'est toujours n'importe quoi. Voilà. Et sur la partie, son seul défaut, c'est quand il est convaincu de quelque chose. Mais alors, putain, waouh! Il est hyper bon, quoi. Il est hyper bon. Alors, pour vous raconter une toute petite anecdote, c'est qu'on s'était dit que si on n'était pas d'accord, on te faisait appel. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question à une personne à l'extérieur qui, on lui présenterait le sujet. On s'était dit ça au départ de l'association, et c'est lui qui dirait, c'est lui qui déciderait. Et en fait, mais je savais qu'en faisant ça, j'avais aucune chance parce qu'à chaque fois qu'il présente quelque chose et que je présente, il est 1000 fois meilleur. Donc je savais, mais l'histoire était jolie, c'est de se dire que si on n'était pas d'accord, on se ferait aider. Mais ouais, il est extrêmement brillant là-dessus et c'est incroyable. Et ça se voit au quotidien. Merci Charles-Édouard. J'aimerais juste faire je refais une petite ellipse, on revient sur ce sujet Montessori qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Tu disais c'est un peu la mode de le dire, j'aimerais quand même savoir si tu le dis pour dire que c'est la mode ou si tu y vois quand même quelque chose dans l'approche, dans le regard du monde qui a forgé l'entrepreneur et l'homme d'ailleurs que tu es devenu, Emmanuel. Écoute, c'est un sujet sur lequel je suis pas complètement à l'aise parce qu'à la fois, quand on le dit, vu que moi, je fais partie de ceux qui ont été chez Montessori, c'est plutôt flatteur de me dire, tiens, peut-être que des choses qui se sont jouées dans la petite enfance ont facilité ça.
et je vois bien le rapport à l'éducation, à la liberté, à la responsabilité. Donc le discours est très construit, mais ce qui met mal à l'aise, c'est un peu la conséquence logique. C'est que de dire tous ceux qui ne sont pas allés dans du Montessori, or il y a un enjeu très sociologique avec Montessori. Oui. C'est des écoles qui aujourd'hui coûtent par exemple très très cher. Il y a peu de Parce que Montessori pas dans le public, subventionné. voilà. Même s'il y a des mouvements dans le public là-dessus. Aussi. Et donc, moi, je n'aime pas du tout être déterministe. Et donc, je pense que tu peux avoir fait totalement autre chose. Et d'ailleurs, vous en êtes tous les deux. Et la voilà, preuve, il être un super aussi. entrepreneur. Donc, voilà, rien n'est joué à... Tout ne se joue pas avant 6 ans. En fait, avec Olivier, on a une question qu'on aime bien sur l'héritage. Est-ce que vous avez envie de laisser à la fois à la postérité, et comme vous l'avez dit, vous avez tous les deux des enfants. Quelle vision du monde vous avez envie de leur partager ? Alors moi, j'ai commencé à faire un truc depuis 2-3 ans et qui est un petit kiff très personnel et très bête. C'est de ramasser des choses qui est par terre. Donc je sais pas comment, au bois de Boulogne ou n'importe où. Et quand je repars, j'ai ramassé trois petits déchets qui traînent. Et donc si tu regardes mon blouson, il y a toujours des ordures, une vieille canette ou je sais pas quoi. Et je le partage avec mes enfants, en leur disant que quoi que j'ai pu faire dans ma vie, au moins il y aura toute une multitude de lieux que j'aurais laissés dans un état un peu meilleur que celui dans lequel il était quand je suis arrivé. Et j'aimerais bien arriver à faire ça au niveau de ma vie et de la planète, quoi. Waouh. Maintenant, j'allais dire quelque chose. C'est tellement beau ce qu'il a dit, je ne sais plus si je vais le dire. Mais voilà, non. Comme moi, ce que je trouve, ce que j'aimerais, ce que j'essaye de transmettre, au quotidien, moi, à mes enfants, c'est que ils ont eu énormément de chance. Et quand on a eu la chance que moi j'ai eue, ils ont une responsabilité par rapport à plein de choses. Je veux qu'ils se donnent le mal et là, ils arrivent à leur faire prendre conscience de cette chance pour qu'ils jouent un rôle dans la société et qu'ils soient à la hauteur de la chance qu'ils ont eue. Voilà. Et c'est pas si facile. Et je le vois d'ailleurs parce que limite, il m'engueule parce que je passe mon temps. Moi, je suis un peu obsessionnel. Donc, sur l'écologie, j'ai plein de contradictions, mais je suis là, je veux pas qu'ils mangent de la viande. Et ils me font « Oh, t'es chiant avec la viande » ou je veux leur faire changer d'identité, je leur fais faire attention aux déchets et je le fais tellement que je le fais même plus que toute la famille réunie, que ça les énerve. Mais en tout cas, c'est ça mon importance, c'est qu'ils prennent conscience de ça, c'est qu'ils ont eu une chance. Et deuxième chose, c'est que je trouve que la deuxième chose que j'ai envie de leur transmettre, c'est le fait que la différence, c'est-à-dire que les gens, par exemple, ne fassent pas attention à l'écologie, n'en fait pas des gens horribles, et que les comprendre et de se dire peut-être qu'il y a des choses qui... Et ça, c'est un des sujets qui en ce moment est très compliqué, je trouve. C'est qu'on est très très binaire, et il y a le bien, le mal, et que moi, perso, je le vois dans tout ce qu'on vit, je trouve jamais que c'est binaire, quoi. Mais quel que soit le sujet, et j'essaye de leur apprendre ça, de leur transmettre ça. Je trouve qu'il y a des sujets... tout se discute et tout est intéressant de partager avec des gens différents de toi et même s'ils sont très opposés à toi, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais en tout cas de les écouter, c'est important. Accepter la complexité du monde. Olivier, est-ce que tu me permets juste une petite promo pour le nouveau podcast Philosophie qu'on a monté sur les 7-18 ans et sur leur rapport au digital, où finalement on apprend beaucoup de choses. Nous, adultes, vieux, jeunes adultes, peu importe. Mais du coup, ce qui m'intéresserait, parce que vous êtes tous les deux parents, tous les deux entrepreneurs, donc dans le digital, avec aussi un regard sur les algorithmes et sur les conséquences. C'est pas anodin, mais ça reste un outil, tout dépend de ce qu'on en fait. Mais du coup, quel est votre regard dans votre éducation ? On sait qu'à la Silicon Valley, on a des entrepreneurs qui décident de mettre leurs enfants dans des écoles sans écran. Voilà, comment vous appréhendez ce monde auquel vous participez aussi en tant qu'entrepreneur pour vos enfants ? Écoute, merci, avec plaisir. Donc moi j'ai des enfants, donc j'ai 4 enfants, 4 garçons, 18 mois, 5 ans, 9 ans, 10 ans. Donc je suis pas, je pense, dans le dur, à mon avis, au moment de l'adolescence, où il y a les réseaux sociaux, etc., c'est encore plus compliqué. Donc suite 18 mois, c'est pas trop un enjeu. Aujourd'hui, tu as la Switch quand même, j'imagine, à gérer. Non, on n'a pas de Switch, tu vois. Il y a eu un cadeau de Noël. Il y a 2 ans de la Nintendo classique, tu sais. Mais non, on essaie de pas trop faire d'écran. Après, ce qui est peut-être intéressant dans le rapport au numérique dans ma famille, c'est que mon deuxième fils, Marius, a un handicap qui fait que pour lui, pour aller à l'école, ça se passe sur un iPad.
et que ça va être son rapport à la capacité à produire des choses. Vu qu'il a une main dont il a beaucoup de mal à se servir et l'autre où c'est compliqué aussi, écrire, découper, colorier, dessiner, etc., c'est vraiment compliqué. Et donc, ce qui est super dans le digital, c'est que ça lui permet l'accès à l'apprentissage. Donc, à la maison, on a un discours qui est un petit peu contradictoire, ou en tout cas... complexe. Complexe, on on en revient à ce que disait Charles Edouard, et ça me fait marrer parce que ce qu'il disait par rapport à son éducation pour ses enfants, et pour moi aussi une des raisons pour lesquelles il est très bon en marketing, sa capacité à comprendre les différents segments. Et, voilà. Et donc nous, on essaye de lutter contre les écrans, et en même temps on utilise Netflix et Disney pour avoir des moments de qualité avec ma femme, parce qu'avec 4 enfants c'est pas tous les jours évident. Et donc à la fois on explique aux enfants que les écrans ça peut leur abîmer le cerveau, quoi, et en même temps on a un enfant dont concrètement qui a le cerveau déjà un peu abîmé, et la manière dont il s'en sort, c'est grâce au digital qui lui permet d'être plus libre et plus autonome, etc. Et donc, je pense qu'il faut arriver à mettre les deux côtés en avant, le risque du digital, mais à la fois la formidable libération que ça peut représenter à plein de niveaux. Et moi, je suis très ambigu là-dessus parce que depuis que même ma fille, donc qui a 25 ans aujourd'hui, très rapidement, en fait, moi, j'adore les écrans au sens, comme je vous dis, je suis très curieux. Donc, très rapidement, moi, tous les Game Boy, les trucs comme ça, je jouais avec mes enfants, je trouvais ça drôle, quoi. Je trouvais ça ludique. Et donc, mes enfants ont eu des écrans très jeunes. Et donc, je sais que tout le monde nous je sais pas comment on dit, mais nous disait que c'était pas bien, voilà. Et j'ai vécu ça différemment parce que donc moi je suis plutôt favorable aux écrans. Je trouve que c'est un apport et je trouve que ça sociabilise. Je trouve que contrairement à ce qu'on dit, je trouve contraire, ça te permet de comprendre, d'être avec ton temps, etc. Et en même temps, je l'ai vécu très différemment parce que j'ai donc 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ma fille, je lui disais tu arrêtes, elle arrêtait. Mon fils, mon premier, je lui disais tu arrêtes, il me regardait, il me fait attends je finis, il finissait, il arrêtait. Et mon dernier, il arrête pas, quoi. Et donc j'ai lu plusieurs articles, plusieurs choses qui disent qu'on est très différents selon à la dépendance. C'est pas que les algorithmes, mais humainement, nous-mêmes, on est prédestinés à être plus addict à quelque chose. Et donc je suis plus draconien vis-à-vis de mon dernier que vis-à-vis des autres qui finalement le faisaient très très bien. Et c'est pas parce que c'est mieux fait que maintenant, parce qu'en fait ils font à peu près les mêmes types de jeux, hein. Comme tu dis, il a une Switch, j'ai un iPad, mais c'est son iPad parce qu'il y a que lui qui l'utilise, sinon je n'arrive jamais à l'avoir. Mais je suis obligé de vachement plus contrôler et j'essaye de lui montrer, et ça c'est pas facile. Et je trouve que moi je suis assez contre pareil, je te dis, pour moi c'est pas très nuancé de dire il faut pas d'écran, et c'est pas très nuancé de laisser ses enfants tout le temps avec des écrans. Je suis très choqué, une fois je reviens de Croatie et je vois une dame avec un bébé, mais franchement il doit avoir il tenait à peine les choses, et il avait un portable dans les mains, et il avait 10 mois. Et là, ça m'a choqué, tu vois. Je me suis dit, oh non, quand même, c'est tôt. Voilà, sur le coup, c'est un jugement. Et je me suis dit, mais quand même, c'est très tôt. Et en fait, ça m'a d'autant plus choqué que quand la dame attrapait le portable, il hurlait, et quand il reprenait, et il regardait quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il regardait, mais il regardait quelque chose. Le fond d'écran, simplement, peut-être. Et ça m'a choqué. Non, mais malgré tout, j'attire votre attention quand même sur il y a un sujet quand même, parce qu'on peut être favorable aux écrans, et moi je l'ai été. On m'a aussi reproché d'avoir donné trop tôt des écrans à mes enfants, qui sont aujourd'hui des adolescents. Mais il y a quand même un vrai problème d'addiction qui a été maintenant un peu démontré, je pense, hein, sur le plan scientifique, lié à cette question de la dopamine. Et donc l'addiction aux écrans, qui peut jouer comme de la nicotine, ça pose quand même des questions assez importantes, parce qu'effectivement les gamins peuvent se retrouver en vraie situation de dépendance par rapport au plaisir que procure ensuite à la fois le hasard et la reconnaissance. Et moi, je suis victime de ça, bien sûr. Mais toi aussi, non, Olivier? Oui, bien sûr. Moi, je suis victime de ça, mais... Ouais. En fait, le très bon livre sur le poisson rouge, là, je me souviens plus du nom, mais il l'exprime très très bien. On est tous victimes de ça. Rouge, Voilà, la civilisation du poisson rouge que j'ai lu, qui est vraiment très bien fait dessus. Je trouve te montre bien ça. Voilà. Il y a aussi un très bon livre de Gaspard Koenig sur l'intelligence artificielle pour montrer à quel point ils ont créé ça, qui est vraiment hyper intéressant. Je vous encourage tous à lire. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a une histoire d'âge aussi. Il faut y faire attention. Et l'addiction, en fait, il faut le gérer. Mais moi, j'ai du mal à dire à mes enfants, t'en fais pas, quand moi-même j'ai mon portable qui est. Donc, tu vois, les règles, il faut arriver à se les appliquer à soi. Et nous, je pense, en tant qu'entrepreneur, on est très addict aussi à ça. Moi, je suis tout le temps à répondre à mes mails, je suis tout le temps... À titre information, j'ai regardé avec on peut calculer les temps d'écran avec les applications que propose notamment Apple. Et donc, on peut regarder le temps d'écran, y compris de ses enfants et de soi-même. Donc, j'ai regardé les temps d'écran, mais j'ai aussi regardé comment ça se répartissait. Et c'est vrai que selon les générations, on peut passer autant de temps sur les écrans, mais pas du tout sur les mêmes applications. Il y a des évolutions, évidemment, avec les Snapchat, les TikTok, etc.,
pour les plus jeunes. Moi, j'ai découvert TikTok et pour les bricoleurs, j'encourage tout le monde à y aller. Il y a des tonnes de vidéos et là, c'est hyper addictif. Des vidéos de bricolage qui s'enchaînent. Je suis un hyper grand fan de TikTok le soir, quoi. Donc, tous les bricoleurs, allez voir, il y a des trucs. Mais alors, il faut virer toutes les petites vidéos sur les filles qui se baladent en maillot de bain parce que sinon, il n'y a que ça. Mais sinon, dès que tu zappes, tu swaps, je sais pas comment on dit, sur les vidéos, tu as que des vidéos de bricolage. Bon, pour la promo de notre épisode, on pourra se faire une petite choré, messieurs. En tout cas, moi, je recommande aussi l'ouvrage d'Alexandre Pachulski, hein, le patron de Talentsoft, qui a écrit un très bel ouvrage sur l'IA, qui est en plus un bel objet. Et donc, je recommande à tout le monde d'aller écouter finalement ces jeunes qui racontent forcément mieux que ce qu'on peut en imaginer leurs propres usages dans Philosophie. C'était une longue, mais en fait, finalement, c'est un sujet citoyen. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager vos avis de deux parents et d'entrepreneurs dessus. Olivier, le temps nous est-on compté? Est-ce qu'on reste un petit peu sur le canapé ou on parle d'inspiration, de claques et de carte blanche? Je crois que ça serait bien. Ça peut être marrant de passer à la claque, peut-être, puisqu'on est en de bonne humeur. Et je crois que tu as des travaux derrière toi. Waouh! Alors effectivement, il y a des travaux derrière moi, donc ça fait un peu de bruit. Mais en tout cas, la rubrique de la claque, c'est aussi un point important dans l'histoire des entrepreneurs. Et ça peut être amusant aussi d'en parler en duo. C'est l'idée de se dire qu'évidemment, que le succès est une route pavée également d'échecs. Et donc de pouvoir également partager ces claques, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou personnelles, et aussi la façon dont on les a surmontées et ce qu'elles nous ont apprises. Ça peut être très intéressant pour nos auditeurs. Alors, est-ce que vous pouvez jouer ce jeu-là, chacun l'un pour l'autre ou chacun pour soi? Quand tu dis chacun l'un pour l'autre, c'est le jour où j'ai mis une claque à Charles-Édouard, c'est ça? Par exemple, pour moi, pour rentrer dans l'intimité. Il est totalement non violent, donc. Non, mais pour moi, il y en a beaucoup. Mais peut-être qu'une que je voudrais partager, c'est l'arrivée aux US. Parce que voilà, il y a le côté un peu sexy, la boîte française qui rachète l'américain, etc. Et en même temps, il y a une réalité de l'entrepreneur qui arrive. Avant, moi, j'étais dans mon siège social avec mon associé dans des locaux un peu sympas, la table de ping-pong, etc. Et un début de réputation parce qu'on avait fait une grosse levée à un moment où c'était encore assez nouveau. Je crois qu'on était la 3e levée de l'année 2017, je crois. On avait assez facilement accès aux médias et quand je postais quelque chose sur LinkedIn, les gens me lisaient et me likaient. Et puis la personne t'attend. Et là, en fait, aux États-Unis, personne ne s'équitait. Au début, nous, on avait tu des as ton équipes vrai qui étaient... niveau, Emmanuel, à ce moment-là. Exactement, tu es à ton vrai niveau, quoi. et les équipes étaient pas mal en remote. Donc, en gros, j'avais loué un placard à balai dans une sorte de WeWork dégradé où j'étais tout seul. Avec mon associé, il y a eu un temps d'ajustement parce que tous nos rituels qu'on avait en France, où il y a une communication informelle qui se passait, ben là, il fallait les remettre à plat, les re-ritualiser, etc. Donc, il y avait pendant 3 mois, on ne se comprenait pas et il y a des divergences, etc. Boston, en plus, en hiver, c'est super si tu as le ski et tout ça, mais c'est quand même long et froid l'hiver à Boston, même si j'adore la communauté. Et quand je postais en anglais sur mon LinkedIn où j'avais que des followers français et que je disais que j'étais un super patron qui faisait des trucs incroyables, j'avais personne qui répondait, à part des Français qui répondaient. Donc on avait ce shoot de dopamine des réseaux sociaux. Voilà. Donc l'aspect égo, mais qui était aussi, c'était pas qu'un aspect égo, mais c'était aussi un aspect. L'une des raisons pour lesquelles j'allais aux US, c'était pour augmenter la visibilité de la marque. Et j'écrivais à CNN, ils me répondaient pas, mais j'écrivais à la newsletter qui s'était lancée il y a 3 jours à Boston sur la tech et les startups, comme quoi on avait levé ou racheté un concurrent. Et en fait, non plus, me répondaient pas. Donc c'était un peu une vraie baffe et ça m'a remis à mon niveau, comme le dit si bien Charles-Édouard. Et c'était utile en fait. C'était bien parce que à la fois il y avait l'aspect qu'est-ce que je suis capable de faire, est-ce que je suis capable de remonter une équipe, remonter un business, etc., me prouver des choses un peu comme au début, entre guillemets, et l'aspect justement pour faire le tri dans l'ego, ce qui est important ou pas. Tu fais assez vite le tri de où est-ce que tu trouves ton plaisir et qu'est-ce qui est important dans le succès de ta boîte, pour tes salariés, pour l'équipe, pour se développer, et voilà, donc c'était une claque utile. Et moi, je vais parler d'un truc qu'on a vécu de façon commune. C'est en fait on a fait plusieurs levées. On en a fait avec globalement des friends and family. Puis après, on a fait avec un premier family office et pareil aussi là, on s'éloignait un peu plus du friends c'était du friends de friends quoi, comme on dit. Et puis à un moment, on s'est vu vachement beau. On s'est dit on va aller lever des millions.
Voilà, bon, il se trouve qu'on faisait 80 000 € de chiffre d'affaires quand même. Mais c'est pas grave, on s'est dit, on a le monde devant nous, nos chiffres sont incroyables. C'est vrai, on faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais les chiffres étaient très très bons. Et on s'est mis à aller vouloir aller rencontrer. On a rencontré, je pense, mais tous les fonds de Paris qui nous ont trouvés incroyables. Mais on comprenait pas, on n'avait jamais de proposition. Et je me souviens qu'à Noël, on s'est dit, bon, allez, ça suffit. On rencontre une personne, je me souviens plus de son prénom, mais qui nous dit, mais en fait, vous avez pas mis de timing. Et c'est une vraie erreur, il faut mettre un timing quand on fait une levée. Donc on dit ok, on nous reste 3-4 personnes qui ont l'air intéressées, on va leur mettre un timing. Donc on leur a dit fin janvier, si vous ne nous faites pas une proposition fin janvier, eh ben c'est fini, on n'acceptera pas votre truc, etc. Évidemment, fin janvier, ce qui se passe, pas de proposition. Donc on se dit bon allez, on leur laisse 3-4 jours, on fait fin février. Et là on se retrouve avec les gens qui nous disent bah non, alors en fait on n'en fait pas. Et donc ça faisait 5 mois qu'on cherchait de l'argent et on s'était une énorme veste. Et là on se dit avec Emmanuel, bah écoute, s'ils nous aiment pas, on s'en fout, on va relever cet argent, on va retourner avec nos friends et on va refaire. Et on a finalement réussi à faire cette levée comme ça, mais c'était une énorme claque quand même. Hein. On s'était dit, quand on voulait lever, on n'imaginait pas qu'on n'arriverait pas à le faire avec des fonds. Et pour nous, c'était même c'est un peu, les gens le voient aujourd'hui, mais c'est des passages un peu obligés. Si tu n'arrives pas à lever avec un fonds, tu es un peu... Et ça reprend un sujet pour faire une toute petite digression, c'est que le B2C en France n'est pas quand même hyper facile à financer, et encore plus quand, à cette époque-là, on n'avait pas d'abonnement, dans le tourisme, etc. C'était vraiment compliqué, quoi. Hein. Pourtant, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais c'était une vraie épreuve, quoi. Et non voilà. Si, complètement. C'était ça la carte blanche. C'était ça la carte blanche. Tout à l'heure, on disait on se rappelle plus la carte blanche. Je suis en train de te planter ta carte blanche, je suis désolé. Regarde, attends. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Tu veux peut-être compléter, Emmanuel? Mais complètement, tout à fait. Parce que tout à l'heure, on se posait la question de la carte blanche, on se rappelait plus ce qu'on avait préparé. Et c'est ça, c'est le B2C en France, évidemment. Moi j'ai créé, ensuite j'étais président de la French Tech de Boston, où il y avait tous les entrepreneurs français de Boston, et en fait dans le B2C j'étais un peu le seul, quoi. Il y a des superbes boîtes, il y a des entreprises magnifiques, mais dans le B2C il n'y en a pas beaucoup. Et en fait quand on voit dans le paysage, il y a quelques succès comme Price Minister, Blablacar et d'autres, mais de manière générale les beaux succès français sont beaucoup dans le B2B. Et les beaux succès français qui vont conquérir l'international, notamment aux US, il n'y a pas de marque, quoi, dans le B2C. Donc ça, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou une exhortation ou une réflexion à avoir au niveau un peu politique, mais on a du mal à produire des boîtes qui vont conquérir l'international en B2C. Et encore plus dans le tourisme, en fait. Ouais, on en parle souvent, c'est-à-dire que des très belles boîtes dans le tourisme qui sont vraiment mondiales, en fait, il y en a eu quelques-unes, peut-être le Club Med, mais il est plus français du tout depuis très longtemps. Et il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de Booking français, il n'y a pas de Airbnb français aujourd'hui, il n'y a pas de Expedia, TripAdvisor, c'est les plus gros du marché. Et même sur l'hôtellerie, Accor est quand même assez petit quand on voit par rapport aux grands acteurs. Et c'est dommage parce que la France est le plus grand pays de tourisme. Et donc pour nous, il y aurait un enjeu. Et on l'a vu, on voit d'ailleurs quand le discours des ministres est très tourné sur la tech, est très tourné sur le digital, sur l'intelligence artificielle, sur plein de sujets qui sont hyper importants, mais c'est dommage parce que la France a des vrais atouts en termes de tourisme et il devrait y avoir un peu plus une grosse part du PIB en France. Exactement, et c'est une très grosse part du PIB et beaucoup d'emplois aussi. Donc si on parle d'emploi, c'est un très très grand fournisseur d'emplois en France et je trouve qu'on devrait le voir comme ça et donc le financer un peu plus. Messieurs, nous arrivons presque à la conclusion de cette émission. On en a parlé, alors je ne sais plus si c'était en fin de première partie de votre épisode ou dans celui-ci, mais la question de la mixité. Avec Olivier, on s'est toujours fait la remarque que le Next 40 était trop... Mais bon, on n'y peut rien, masculin. Et on souhaitait quand même féminiser ce podcast en proposant aux entrepreneurs du Next de proposer et de mettre en avant une femme entrepreneur qu'ils admirent. Vous avez choisi qui ?
On a choisi Lucie Soulard de Place to Swap, qui a un super parcours, qui s'est lancée avec son associé, alors j'espère que je n'ai pas écorché la prononciation, mais Estefania, sur l'idée que les marques dans la mode avaient besoin d'une offre pour pouvoir faire de la seconde main, c'est-à-dire je suis une marque de fringues et il y a plein de vêtements d'occasion qui vont se revendre sur des plateformes type Vestiaire Collectif, Vinted, Le Bon Coin, etc. Et qu'en fait, pour les marques, se réapproprier cette économie-là, faire revenir les gens au magasin, c'était un enjeu. Et donc la fidélisation. Etc. Et qui se sont lancés maintenant il y a quelques années, qui ont pivoté, qui ont annoncé il y a peut-être 6 mois un gros partenariat avec Cdiscount, et en fait se sont mis de manière plus générale sur comment est-ce que je fais pour aider les gros retailers digitaux à gérer la seconde main, c'est-à-dire soit les produits qui n'étaient pas satisfaisants, les retours, etc., pour pouvoir économiser au niveau de la plateforme sur les retours et pour pouvoir avoir des clients plus contents en permettant de l'occasion directe entre clients, quoi. Et je trouve que c'est un superbe parcours, à la fois une thématique qui moi me touche. Je crois que c'est le cas pour Charles-Édouard aussi, quoi. C'est un peu quand on voit des plateformes qui travaillent sur le fait qu'il y ait moins de déchets et sur une économie circulaire, ça peut que être positive, et voilà, deux super femmes entrepreneurs. Notre associé Solène lui posera une question en votre nom. Qu'est-ce que vous aimeriez lui demander ? Écoute, moi j'aurais 2 questions en fait. Je me lance. La première qui est plutôt business. Voilà, il y a eu un beau partenariat avec Cdiscount et bien comprendre si l'avenir c'est plutôt ces partenariats-là ou si c'est aussi de rester dans l'idée initiale de la fringue où elles ont des clients. Et peut-être la deuxième, c'est en entendant Charles-Édouard tout à l'heure parler comme moi du rapport au père, je me suis dit, vu qu'on est beaucoup de mecs, on parle tous de notre rapport au père. Est-ce que c'est chez les entrepreneurs femmes, il y a une histoire de rapport à la mère, voilà, dans le succès ou pas? Ouais, rien à rajouter, c'est magnifique question. Ouais, j'adore. À la fois pro et perso. Super. Messieurs, merci. Olivier, je te propose de conclure aussi brillamment que tu as pu introduire nos échanges avec Charles-Édouard et Emmanuel. C'est difficile de conclure brillamment après des échanges aussi riches, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement l'occasion d'avoir des podcasts 40 nuances de Next avec un duo. Je me rappelle United Credit et je crois aussi HRPath. Je pense que c'est la 3e fois seulement qu'on le fait à 2. Et bon, je crois que tout le monde aura entendu et compris parmi nos auditeurs à quel point ça fonctionne bien entre vous deux. Moi, j'ai toujours aussi, en tant que business angel, valorisé l'association et le partenariat. Je trouve que ça répartit le risque aussi quand on parle purement de finance. Mais c'est vrai que c'est aussi une aventure humaine géniale que vous nous avez fait vivre à travers vos voix. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre accueil et de votre écoute, parce que c'est pas facile d'écouter les autres et vous le faites très très bien. Merci beaucoup. Merci. En vrai, c'était pas compliqué, c'est un plaisir. Merci à tous. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.